Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième partie sur la péridurale. On est excités comme des puces avec Julie Bonaparte, qui est la marraine de l'émission, parce que comme on disait avant d'enregistrer, donc pour vous situer, on est en avril 2022, eh bien, il se trouve que l'univers a peut-être pas envie qu'on vous dise tout ce qu'on va vous dire. On a eu que des problèmes techniques. C'est la troisième fois qu'on enregistre cette capsule entre les pannes de micro, les problèmes de connexion, le soleil qui nous cachait Julie, on la voyait plus. Alors on J'avais va y l'air d'une arriver. illuminée. Oui, j'avais l'air d'une illuminée. C'est quand même pas mauvais, là, mais on me voyait plus, là. Voilà, alors en tout cas, on est toujours allez, on va y aller, toujours optimiste et on va d'ailleurs, vous donner aussi des bonnes nouvelles en fin de capsule parce que c'est pas une capsule pour dire: «Soyons pour ou contre la péridurale», on n'est pas là pour faire des clans, on est là pour dire: «OK, la nature a tout prévu, le Mmh. problème, c'est qu'à force d'agir sur votre corps, vous n'avez plus accès à vos endorphines, vous n'avez plus accès à la poussée réflexe, vous n'avez plus accès à plein de choses que, mère nature, vous a données et au final, bah, c'est normal que si on ne sait pas comment c'est censé se passer, eh bien, comme tu nous le dis Julie, quand on ne connaît pas, nos options, on n'a pas d'options. Alors, Mmh. on attaque donc cette deuxième partie sur la péridurale et on va vous parler tout de suite de la poussée réflexe parce que quand j'ai préparé mon deuxième accouchement, à ce moment-là, j'ai découvert ce qu'est le réflexe d'éjection du fœtus. En gros, c'est un processus involontaire que le corps fait tout seul quand on le laisse faire et qu'on préserve justement toute la physiologie, les hormones, l'intimité de la femme, et cetera. On va vous en parler et en fait, ça va protéger votre périnée, ça va protéger tout plein de choses, ça va protéger le bébé aussi, ça va surtout, prédire un postpartum, évidemment, plus fluide. Alors tout ça est lié. C'est sûr qu'on parle souvent de l'effet toboggan dans Faux départ et on en parle aussi dans le livre. Vous en parlez aussi, toi, Julie, avec Malika, dans les formations aussi que vous faites pour les professionnels. L'effet toboggan, on agit avec un geste médical ou un médicament, on crée un problème, ce problème, il va falloir le résoudre avec un autre geste médical ou un autre médicament et la petite boule de neige du début se transforme en avalanche et pourquoi pas même certaines fois en code rouge, césarienne d'urgence, la catastrophe, et cetera. Bref, Mmh. pour que vous puissiez faire votre choix, les filles, on va aujourd'hui vous donner des clés en ce qui concerne la compréhension de cette péridurale. Non, ce n'est pas génialissime à toutes les sauces. Et donc, une des actions, donc un des effets les plus importants, en tout cas à mon sens déjà, pour le déroulé de l'accouchement, Julie, et c'est pour ça qu'on va commencer là-dessus, je t'ai demandé si tu étais d'accord, c'est que en fait, ça inhibe complètement ce réflexe d'éjection du fœtus. Alors, explique-nous ce que c'est pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça. Mmh. Le réflexe d'éjection du fœtus, c'est le mécanisme que Mère Nature a prévu pour nous aider à enfanter. Puis, comme on n'enfante pas avec notre cerveau et qu'on enfante avec notre corps, ben, on se laisse guider par notre corps. Donc, la primate ou la Cro-Magnonne, elle n'avait pas suivi le cours 101, comment je fais pour expulser mon bébé, faire naître mon bébé. Et donc, le corps, lui, s'occupait de ça. Et pour qu'on comprenne, comme tu dis, il faut laisser faire les choses. Donc, c'est quoi l'environnement propice pour que la femme puisse expulser son enfant, que l'enfant peut naître? C'est que le bébé, lui, d'abord, quand on est dans une position où la femme est mobile, surtout quand la femme se verticalise, il y a une pression qui va s'exercer de la tête du bébé contre le col de l'utérus. Et cette pression-là, graduellement, va faire ouvrir le col de l'utérus. Quand le bébé commence à traverser le col de l'utérus, il va activer des fibres qui envoient des signaux au cerveau de produire l'hormone de cytocine. Tu sais, on en a déjà parlé, le cytocine qui est l'hormone qui crée les contractions. Donc, ça va créer des contractions très vives qui vont euh, euh, faire descendre le bébé dans le vagin. Et plus le bébé descend dans le vagin, plus il va activer les fibres qui vont envoyer le signal de produire de cytocine, qui vont créer des contractions fortes, qui vont faire descendre le bébé. Et ça crée une boucle de rétroaction. Plus le bébé descend, plus il envoie de cytocine, plus ça crée des contractions et plus il descend. Et éventuellement, quand on ne dérange pas le processus, ça active le nerf pelvien qui, lui, va envoyer le signal d'une poussée
Et la femme on va l'entendre par son son, va avoir ce réflexe qui va être souvent le son, c'est les sages-femmes ou les professionnels ou les gens qui ont d'expérience avec les femmes qui enfantent de façon physiologique, ils se fient au son. Ils écoutent le son puis ils disent: oh, ça s'en vient, ça commence à être expulsif. Et moins on est dans notre tête, plus c'est facile. Moins on intervient, plus c'est facile. Et donc, ce réflexe-là, ça va être comme tu dis, tu vois, si tu as un ballon, c'est rempli d'eau, tu serres le ballon. Donc, ce qui est en bas, de où tu as serré, ça descend, puis ce qui est en haut monte. Et ça, c'est ce qui évite que tout descende. Tu vois, surtout dans la culture médicale, mais nous encore en Amérique, c'est comme ça, on fait pousser les femmes à dilatation complète. Donc, ça veut dire que le col de l'utérus est plus haut, puis après, il y a le vagin, il y a tout le parcours du vagin. Dans la poussée réflexe, le bébé va descendre avec chaque contraction passivement dans le vagin. Mais en Amérique et dans plusieurs maternités encore, on fait pousser les femmes quand le col est complètement dilaté, donc le bébé est encore haut. Dès qu'on a commencé à faire pousser la femme sans qu'elle ait envie de pousser, ça fait disparaître le réflexe. Si le nerf pelvien est analgésié, comme avec la péridurale, le réflexe disparaît. Et donc, c'est comme, si on veut avoir une analogie avec quelque chose qu'on comprend bien, c'est comme d'aller à la selle. Quand on suit nos envies, puis on dit « Ah, je commence à sentir, j'ai comme envie », puis là, ça devient très net, je dois y aller. Si j'y vais, tout est facile, ça se passe facilement. Si j'y vais pas, si je suis pas ma sensation, ça va être difficile, je vais perdre le réflexe d'éjection pour ma selle. Et là, ça va prendre du temps avant que ça revienne. Et même des fois, il faut créer une vraie poussée. Donc, c'est juste, il faut suivre notre corps et il faut cesser les interruptions. Alors, si je mets mes doigts, s'il y a quelqu'un qui intervient dans ma bulle, si on me dit quoi faire, si on me fait faire des choses que je ne sens pas, si j'ai une analgésie comme avec la péri, tout ça va annuler le réflexe d'éjection. Parce que c'est un réflexe qui est très timide, quoi. Donc, quand il y a beaucoup d'interventions, ça inhibe ça. Et je pense que toi, tu l'as expérimenté, hein, le fait d'être dirigé dans une poussée et versus le fait d'avoir ce réflexe-là. Oui, c'est ça, complètement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans le livre parce que j'avais envie, vous voyez les amis, qu'on puisse comparer en fait, hein, 2 récits d'accouchement. Moi, j'ai eu donc un accouchement numéro 1 en 2013 en structure hospitalière, tout ce qu'il y a de plus banal et classique. Donc je suis arrivée, péridurale, ce qui a donc fait stagner mon travail puisque, tu sais, on en parlait aussi, Julie, à partir du moment où le col est passé les 5 premiers centimètres, ça tu nous parleras après du «meilleur moment» entre guillemets, hein, s'il faut en choisir un pour faire une péridurale, donc ça je te laisserai l'expliquer après. Et donc moi j'étais pas encore à ces 5 centimètres, ça m'a complètement stoppé aussi mon travail, hein, la péridurale et puis toute l'ambiance, stressante. Donc j'ai eu probablement une grande bouffée d'adrénaline qui m'a anéanti mon ocytocine. On a ensuite dû m'activer à l'ocytocine, hein, puisque j'étais allongée, il y a plus rien qui se passait, mon col arrêtait de s'ouvrir. Et puis donc quand finalement, le col a fini par s'ouvrir, on m'a dit: «Voilà, vous respirez, vous bloquez, vous poussez». Et donc moi j'ai expérimenté à ce moment-là, ce que j'estimais être la base normale pour accoucher. Parce que Julie, toi et moi, on se rejoint sur cette, notion de programmation qu'on a eue toutes et tous. Je mets aussi les hommes volontairement là-dedans parce que quand on regarde des séries à la télé, quand on regarde, même des documentaires sur l'accouchement, c'est hallucinant. On voit les femmes sur le dos, en train d'être coachée par toute une équipe. Allez, 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 comme s'il fallait la motiver pour qu'elle sorte son bébé. Alors que quand j'ai vécu donc l'opposé de ça, donc en totale physiologie, 8 ans plus tard pour Evie, ma deuxième fille, donc qui est née en 2021 à la maison, et bien là, en fait, voilà, j'étais donc dans la piscine gonflable à 4 pattes, en train de m'accrocher au bord, puis d'un coup,
tout ce que tu disais tout à l'heure, ces sons, hein, parce qu'au début, quand le col se dilate, j'avais vraiment des c'est très grave, mais moi je me disais: «C'est fou, je fais des sons très, très, très graves», alors que je m'étais pas dit que j'allais, spécialement ou chanter ou émettre des sons. Je m'étais dit: «Il faut vraiment que je fasse comme ça vient sur le moment» et à ce moment-là, quand la poussée réflexe est arrivée, il y a vraiment eu un comme tu dis, hein, un son comme si j'allais vomir. Mmh. Alors, c'est sûr que ça surprend au début quand on explique ça aux gens. «Oui, mais c'est comme quand tu vas aller vomir, tu vois Julie, je peux pas te dire: "Oui, mais attends"». Tu peux pas Mmh. que quand tu dois vomir, je crois que c'est encore plus que, quand on Ouais, explique aux gens d'aller à la selle, parce qu'on peut tous se retenir d'aller à la exact. selle. Évidemment, les gens, Mmh. ils sont dans le métro, en train de rentrer du travail, s'ils ont envie d'aller à la selle, bon, en général, ils se retiennent, hein. On nous a appris ça Mmh. dans notre culture, à moins d'être vraiment malade. Tandis que quand tu as besoin de vomir, tu peux pas te retenir, Exact. Mmh ça mh. sort et donc Mmh. c'est ça le réflexe d'éjection du fœtus, ça, vous on peut pas vous dire: «Madame, arrêtez de pousser» et ces pauvres femmes à qui on a dit dans le passé, parce qu'il y avait pas le gynécologue, il y avait pas le médecin accoucheur, hein, tu sais, comme on disait, ça se dit encore. Mais les pauvres femmes, je sais pas comment c'est vraiment le Mmh. moment aussi de dire, vous avez été, clairement, victime. Ça, c pour moi, c'est vraiment une position de victime et quand Ouais, on sait, à ce moment-là, on se dit: «Ah ben, tu vois, hein, j'étais pas folle, ça poussait tout seul». Donc exact. effectivement, ça pousse tout seul et en plus, ça protège le périnée. Exactement. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que, il y a plusieurs années quand j'étudiais le réflexe expulsif, parce que moi non plus je connaissais pas ça. Je l'avais vécu dans mon enfantement sans savoir même que ça existait, puis ça partait tout seul, quoi. Et puis là, je me disais: «Moi, je comprends, je suis pas sûre que j'ai vraiment bien compris» et là, j'ai une nausée du pas possible, j'ai mal au cœur, je commence à vomir. Tu t'imagines, hein? Je suis en train d'étudier le réflexe expulsif et là, je suis sur les toilettes, puis là, puis là, mon ventre qui rentre, puis là, du coup, toute la leçon théorique que j'étudiais, parce que là, c'est le ventre qui rentre, puis c'est le diaphragme qui monte, puis c'est comme là, ça venait de se matérialiser dans la pratique. Puis quand on l'observe, puis effectivement, on peut pas le contrôler, le réflexe. Le ventre, il rentre seul, hein, il rentre, ça crée une contraction, ça rentre seul, et ce qui est en haut monte, puis ce qui est en bas descend, quoi. Fait que c'est un geste qui est extrêmement puissant. Il faut pas le banaliser, il faut le faire connaître, je dirais, le faire connaître. Il y a pas beaucoup de gens qui, les anciens, ceux qui ont vu la physiologie, le reconnaissent, mais c'est pas quelque chose dont on parle. Et je pense que c'est important parce que, comme tu dis, le fait de pas pousser pendant des heures va protéger le périnée, va protéger aussi les organes. Tu vois, nos mères, comme ma mère à moi, les grands-mères, tu voyais ça très, très fréquemment, hein, des descentes de vessie, des prolapsus, donc des parties qui tiennent plus dans l'abdomen parce qu'il y a eu tellement de pression dessus. Et là, en Europe, ce que vous faites, c'est la rééducation périnéale, mais il faudrait d'abord faire l'éducation périnéale qui serait de dire, regarde, le corps est extrêmement bien fait, nous, les femmes, on a à se réapproprier notre vagin parce qu'on fait comme si on n'a rien entre les jambes, puis on ne comprend pas, puis ça n'existe pas. Puis on fera un épisode sur comment se familiariser avec le vagin, hein, puis utiliser l'œuf de jade, puis apprendre à contracter puis à relâcher. Mais en gros, la nature nous a donné euh, une capacité de renforcer et de relâcher ces structures-là pour qu'elles nous servent extrêmement bien lors de l'enfantement. Puis pour nous, le problème avec le périnée est surtout arrivé quand on s'est mis debout, les humains, là, quand on a pris la position euh, verticale. Parce que quand on était à quatre pattes, les muscles abdominaux, puis le bassin, puis la cage thoracique, c'est vraiment une structure qui est forte. Mais quand on s'est mis debout, toute la pression est arrivée sur notre périnée, quoi. Tout ce qu'on porte, notre bébé, arrive sur le périnée. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien s'occuper de notre périnée, de cette partie-là de notre corps. Puis, quand on pousse pendant des heures de temps, comme tu vois ici au Canada, ils ont changé les normes sur la poussée. Avant, on disait on va tolérer que les femmes poussent pendant 2 heures. Et maintenant, quand elle a la péri, ça va être 3 heures. Mais 3 heures de poussée pourrie, c'est pas mieux que 2 heures de poussée pourrie. Ce qui est l'idéal, c'est de respecter la physiologie, puis ça serait
juste de laisser le réflexe expulsif s'installer parce que une fois que le réflexe est installé, c'est beaucoup moins long, c'est beaucoup moins de travail. Le bébé est descendu passivement sans qu'il y ait cette poussée bloquée. Puis dans la poussée bloquée, ce que c'est, on dit aux femmes, inspire, retiens ton souffle, pousse, 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 pousse. Il faut avec les poumons pleins. Et ce que ça fait, c'est que ça oxygène beaucoup moins bien le bébé parce qu'on est en rétention plein. On n'est pas en train d'inspirer et d'expirer à fond. Et une poussée sur une longue durée va fatiguer le bébé. En plus de fatiguer la mère, de fatiguer son périnée, va fatiguer le bébé. Et on peut retrouver des détresses fétales. On retrouve même des bébés qui ne descendent pas bien, ils ne réussissent pas à descendre parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire toute leur rotation quand ça descend de manière plus passive. Fait que c'est pour ça que on met de l'emphase là-dessus parce qu'avec la péri, c'est un des effets. Mais comme on a discuté dans le dernier épisode, il y a l'effet aussi sur l'ocytocine que tu mentionnais. L'ocytocine, qui est une hormone qui est très timide, c'est aussi une hormone donc qui va créer les contractions. Quand la femme a la péridurale, ça va affecter les endorphines. Les endorphines vont affecter l'ocytocine. Et souvent, on voit qu'il faut relancer le travail en donnant l'hormone de synthèse. Quand tu donnes l'ocytocine de synthèse, ça crée, comme on avait déjà discuté, des problèmes sur des possibilités d'hémorragie en postpartum, donc des hémorragies qui arrivent après la naissance parce que le système endogène, le système naturel, embarque pas ou embarque moins bien d'ocytocine naturelle en postpartum. Et donc, ce que ça fait, c'est que la femme, au lieu d'avoir des contractions très fortes en postpartum, son système de cytocine va moins bien produire parce qu'il est déjà saturé avec le cytocine de synthèse, ce qui peut amener des hémorragies en postpartum. Et c'est pourquoi ils mettent presque obligatoire dans toutes les maternités l'injection du Sainto quand le bébé est en train de naître, quand la tête est sortie, les épaules sont sorties. Donc, C'est un tout ça, protocole, hein. c'est ça. Je confirme et je vous confirme les amis, c'est un protocole, qui est maintenant devenu universel. Vous avez une injection, on dit quand le bébé est à l'épaule, hein, donc il est même pas encore arrivé sur terre, qu'on vous flanque ça et en même temps quand on est stimulé à l'ocytocine pendant notre travail, c'est terrible parce qu'on devient dépendant de ça. Effectivement, ça prévient l'hémorragie de la délivrance, donc pour que le placenta sorte, c'est la bête noire de tous les obstétriciens et ça, je pense que Julie, tu as dû aussi faire face aussi à cette peur terrible, quand tu formes les professionnels parce qu'effectivement, à force d'avoir, perverti la production naturelle de cytocine, bah, ça produit plus donc effectivement, on devient complètement dépendant de ça. Et donc, je vous en renvoie vraiment à aller voir la capsule qu'on avait faite avec Malika, donc la fille de Julie, sur l'ocytocine de synthèse. On en a fait 2 déjà, et on va en refaire encore parce que c'est vraiment un sujet capital pour bien comprendre. Mais c'est vrai qu'on reçoit ça. Moi, je l'ai reçu aussi, tu vois, Julie, pour la première fille à l'hôpital, et ben, on ne m'avait rien dit, évidemment, hein. Je ne savais pas. Exactement. Puis maintenant, les méta-analyses du database de Cochrane nous dit que chez les femmes qui n'ont pas reçu de Sainto, c'est pas nécessaire de Oui. faire l'injection. Mais là, elle est nécessaire si tu en as reçu. Puis là, tu en reçois parce que tu as eu la péridurale. Donc ça, c'est l'effet, un peu ce qu'on appelle l'effet toboggan. Parce que tu fais une chose, il faut que tu corriges avec d'autres choses. Un autre effet de la péri, ça va être le positionnement. Donc, les femmes qui sont sous péri ne veulent pas bouger. Et peu importe l'enfantement, c'est important de bouger. C'est important parce que c'est comme ça qu'on accompagne le bébé. Et si nous autres, on ne sent pas ce que le bébé nous dit de faire, on ne ressent pas l'envie de faire quelque chose, de bouger en fonction de ce que le bébé nous dit qu'il a besoin. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment motiver les femmes qui ont la péri de se mettre à 4 pattes, de se mettre sur le côté, de changer de côté pour faciliter la descente du bébé. Mais c'est souvent un des problèmes qu'il va y avoir. Les femmes vont dire, quand ils vont nous rapporter l'expérience a posteriori, ils vont dire ah, mon col ne se dilatait pas. C'est pas ton col ne se dilatait pas. C'est que tu n'avais plus les conditions pour que ça se passe. Parce que ça se passe dans la dynamique entre ton corps et le bébé. Et si toi, tu n'entends plus le bébé qui te chuchote puis qui te dit « Maman,
mets-toi à genoux, aide-moi, lève ta jambe, lève cette jambe-là, lève-la plus, mets-toi sur le côté, fais ça. Si toi, tu n'entends pas le signal, ben, le bébé, lui, il fait son travail seul, quoi. Parce que Mais tu toi, vois, tu es Julie, détaché du corps. ce que tu viens de dire, c'est capital aussi parce que, vous êtes tellement nombreux, je crois que la plupart, en fait, des femmes avec qui je discute, tu vois? Vous nous dites: «En fait, mon col dilaté pas, ceci, cela» et à chaque fois, on entend: «J'étais incompétente». Mon corps, il Exact. savait pas faire, Julie, tu vois? Mhm. En fait, c'est ça, C'est toujours. Mm. et c'est alors que, le corps sait faire si on le laisse et qu'on préserve, justement, on protège, toutes les conditions autour pour que ça se fasse, hein. Oui, absolument. Absolument. D'autres effets qu'il y a avec la péridurale. Donc, il y a des effets. Tu vois, la péridurale, c'est une substance qui est injectée autour de la moelle. C'est une substance qui va analgésier les fibres nerveuses qui innervent l'abdomen, mais il va aussi affecter les fibres sensitives, ça veut dire les fibres motrices, qui sont les fibres qui nous aident à bouger les jambes, tout ça. Donc, ça va faire que les femmes bougent moins parce qu'ils sentent moins bien leurs muscles, leur corps. Euh, Quand la péridurale, la substance qu'il y a dans la péridurale, il faut qu'elle soit éliminée à quelque part. OK, on l'injecte, mais il faut qu'elle reparte à quelque part. Elle va repartir par le sang. Et comme elle repart par le sang, elle va circuler chez l'enfant, chez le bébé. C'est pas aussi fort que quand on injectait directement les femmes avec des sédatifs. Tu sais, dans les années 50, post-guerre, presque toutes les femmes avaient des cocktails qui étaient comme inventés un petit peu sur le terrain pour endormir les femmes ou pour enlever leurs sensations. Et puis, souvent, c'était mortel comme expérience là, parce que ça créait une détresse respiratoire chez la mère. Ou ça avait des effets très importants chez le bébé. Les bébés, ils naissaient, puis ils étaient complètement endormis, puis il y avait plus de réflexes. Ça a comme évolué. La péridurale, c'est nettement mieux. Nettement mieux, on va se le dire, parce que ça n'affecte pas l'état psychologique de la mère en tant que telle. Parce que quand les femmes avaient des sédatifs, ils étaient comme endormis, ils étaient gonzo, ils étaient comme pas là. Avec la péridurale, elles sont là. Elles-mêmes, elles sont tellement là qu'elles sont là dans le rationnel, dans le mental, et pas dans l'effet des hormones normales, comme les endorphines qui nous aident à quitter le monde ordinaire, quoi. Elles sont là souvent avec de l'adrénaline, hein, comme la peur Mmh. des sensations. Tu sais, on en a parlé un peu dans le premier épisode avec le soulagement, comment ça se fait sur les différentes composantes. Alors, ce médicament-là qui est donné dans la péridurale, il faut quand même qu'il soit éliminé. Il est éliminé dans le sang et il va aller au bébé. Et c'est pourquoi ce que les professionnels observent au moment de la naissance, c'est que le bébé va être plus, son score neuro-béhavioral va être diminué comparativement à un bébé où la mère n'a pas eu de péridurale. C'est-à-dire que le bébé il est plus endormi, comme il y a moins de vitalité, quoi. Tu sais, sa capacité d'agir est moins grande. Et je pense qu'on avait parlé, hein, tu sais, du réflexe que les bébés ont. Ils ont la capacité, ils sentent les mains, ils sentent l'odeur du lait maternel. Et puis, quand on les place sur le ventre, là, il y a 50% des enfants, des bébés, qui vont réussir à s'approcher puis à venir trouver le sein sans qu'on les place, sans qu'on leur dise quoi faire. Tout de suite à la naissance. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes qui ont eu la péri, il y a 0% des enfants, des bébés, des nouveau-nés qui réussissent à le faire. Probablement parce qu'ils sont encore sous l'effet de cette médication, si on veut. Oui, et tu vois, c'est vrai que quand tu parles de toutes ces avancées, il faut toujours voir avec quoi on compare effectivement, parce que tu as fait un petit clin d'œil au twilight sleep et puis ça, Mhm. ça fait partie de l'histoire. Je crois que même que finalement, les amis, dans toutes les familles, si vous allez questionner les mamies, les arrière-mamies et et les copines des arrière-grand-mères, il y en a plein, mais plein qui étaient complètement shootés et ça a créé des mouvements massifs et ça, j'en parle, tu vois, dans le tout début du livre de Faux départ, cette histoire de mouvements monstres qu'on a vus, à cette époque-là
où les gens allaient accoucher dans les hôpitaux pour justement bénéficier de ce twilight sleep qui veut dire en fait littéralement le sommeil crépusculaire. Mmh. Et en fait, c'est vrai qu'une fois de plus, c'est un mouvement qui a été porté par des féministes, comme on a vu avec la péridurale d'ailleurs. J'ai le droit à ma péri, bon, c'est très bien, hein, pourquoi pas? Sauf qu'il faut quand même, se rendre compte que, il y a toujours un prix à payer pour chaque choix. Et quand on ne sait pas quel est le prix potentiel, c'est là où peuvent arriver des drames parce que, on a forcément, aussi peut-être des physiologies qui vont moins bien tenir et puis surtout le plus grand oublié de tout ça à chaque fois, c'est le bébé, hein, parce que, Mmh. au final, là, quand on parlait de programmation tout à l'heure les amis, je veux juste quand même vous dire ça parce que quand j'ai appris ça, moi je suis tombée de ma chaise. Le fameux, mythe selon lequel le bébé qui hurle dès qu'il sort va forcément bien, est venu de là, en fait, de cette façon, cette mode enfin, on va dire plutôt presque c'était quasiment limite un protocole de shooter les femmes, donc le bébé était évidemment shooté et comme ça inhibait son réflexe de respiration, hein, parce qu'il y a tout ce changement de mode de respiration à la naissance, ben, ça crée des apnées et puis on flanquait des claques au bébé dès qu'il sortait pour le réveiller et donc Mmh. c'est resté à partir de là dans l'inconscient collectif que ou il faut, mettre une bonne fessée à un bébé pour qu'il pleure et que c'est très bien, ou alors que s'il ne fait pas de bruit, c'est que forcément c'est grave. Donc je rassure aussi tous les parents, qui ont leur bébé qui arrive et puis des fois ça peut prendre, un moment. De toute façon, tant qu'il est relié à son petit cordon, il y a pas de comme on dit nous, en Suisse, il y a pas le feu au lac, Julie. Je sais pas si vous dites ça au Exactement. Québec? Non, Mais on dit pas ça, mais effectivement. Oui. mais tu vois, quand tu parlais de la position pourrie, pour revenir à ça, Mmh. parce que c'est vrai que toi, tu nous dis aussi dans ta formation, je me souviens, d'un moment où tu dis: «S'il y a bien un objet à enlever des salles d'accouchement, c'est le lit». Mmh. Heu, Quand tu dis qu'une femme, qui a une péridurale doit bouger, est-ce j'ai envie de te demander comment c'est possible? Parce qu'on sent plus Mmh. les jambes, hein. Comment Mmh. et puis il faudrait aussi qu'on l'encourage pour ça. Exact. Donc on part quand même du principe qu'elle est sur le dos, mais est-ce que tu pourrais justement nous dire quel est le problème? Même si c'est pas une capsule sur la position pourrie, Mmh. quelle est la problématique pour, le bébé? Pour la progression du travail? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le bassin, il y a plusieurs articulations dans le bassin qui peuvent bouger. Le sacrum, il peut bouger, il peut être comme ça, puis il peut être comme ça, il va bouger. La symphyse pubienne, elle va bouger aussi. Et quand la femme bouge, selon le positionnement qu'elle prend, le, ça va faciliter ou ça va changer le positionnement de l'ouverture du bassin. Alors, quand la femme est allongée sur le dos, elle a toute la pression sur le sacrum. Ça veut dire que le sacrum, lui, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas pivoter d'un bord ou de l'autre. Et quand le bébé est haut, le sacrum, il doit s'ouvrir. Et quand le bébé est bas, le sacrum, il doit aller dans l'autre sens. Il doit bouger, ce sacrum. S'il est couché sur le dos, il ne peut pas. Donc, ça veut dire qu'on vient de créer un entonnoir qui est fixe. Puis le bébé, lui, ici, il a de la misère à rentrer, a de la difficulté à s'adapter là-dedans. Il peut rester comme, tu sais, il circule moins bien, quoi. Alors que quand la femme bouge, là, elle peut changer l'angle de son sacrum, elle peut changer les ouvertures des ischions. Tu sais, c'est les deux os, là, quand on est assis, c'est les deux os qui s'appuient en bas. Ces ischions-là, ils peuvent rentrer, puis ils peuvent sortir. Donc, quand la femme a les genoux ouverts, les ischions se rapprochent. Quand elle a les genoux fermés, les ischions s'écartent. Alors, quand la femme est dans la position pourrie, elle a les genoux ouverts, donc les ischions fermés. Puis là, on lui dit, fais sortir ton bébé. Mais c'est la position où les ischions sont les plus rapprochés. Il faudrait qu'elle ait les genoux comme ça, quoi, pour Mmh. que ça soit ouvert en bas, tu vois? En Donc, chasse-neige? en chasse-neige, exact. Donc, c'est pas, tu sais, je veux dire, on peut l'expliquer mentalement aux femmes, mais ça serait beaucoup plus facile si elles suivaient leurs sensations. C'est Puis ça. elles verraient, les femmes, ils font pas ça spontanément, ils font pas ça. Ils se collent les genoux ensemble, ils se mettent à genoux souvent, à quatre pattes, ils se collent les genoux ensemble. C'est bizarre, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais normalement, mais elles le font. Ou elles se mettent sur un genou, et puis le pied, elle a un genou appuyé au lit, puis après ça, elle a un pied qui est appuyé au lit aussi. Donc, ça veut dire qu'elle a juste un genou par terre, puis elle utilise ces positions-là spontanément.
les femmes ont toujours fait ça. Mmh. Donc, pour nous autres, ce qui est important, c'est juste d'essayer de revenir à ce que la nature avait prévu, puis de se déprogrammer de tout ce qui dénature la naissance. Et ça, la péridurale va vraiment va nous déconnecter de notre corps. Puis c'est là où ça devient plus compliqué, pas mal plus compliqué. Oui, c'est ça. Finalement, pour ne pas, avoir mal, eh bien, on prend le risque quand même d'avoir tout un effet. On va aller faire un petit tour sur le postpartum aussi parce que, Mhm. bon, c'est clair que je pense que vous avez bien compris les amis, quels peuvent être les soucis, en tout cas dans les grandes lignes d'une anesthésie qui fait que déjà, ça vous cloue au lit, ça peut stopper le travail, donc ocytocine de synthèse nécessaire. Et puis une fois qu'on est cloué au lit, le bébé a de la peine à progresser. Ça, c'est déjà une base. Il y a aussi une augmentation des forceps, des ventouses aussi, forcément, hein, puisque tu nous expliques que le sacrum, il est complètement coincé, puis le bébé, lui, il doit jouer contre la gravité, donc il doit descendre, remonter, passer par c'est le pauvre. C'est vrai que, bon, bah, forcément, la poussée dirigée, comme ça s'appelle, donc le inspirer, bloquer, pousser, ça devient imparable. Parce que là, c'est on sort le bulldozer et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de bébés qui supportent pas à ce moment-là. D'ailleurs, le fameux code rouge qui fait tant peur à beaucoup de personnes, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que tu as dû aussi en parler avec des professionnels que tu as formés, hein, euh, qui, qui, qui devient quasiment inévitable selon comment c'est déjà passé un accouchement. Quand je vois des femmes qui sont déclenchées aussi parce qu'on estime qu'elles arrivent à terme, le col est absolument pas prêt et donc elles sont déjà, tu vois, sur le dos avant même d'avoir eu la moindre contraction naturelle. Donc c'est vrai que là, Mhm. forcément, ça semble un peu logique que ça finisse comme ça, hein. Oui, absolument. Puis, tu vois, l'augmentation des forceps, des ventouses, forcément, ça vient aussi avec des lésions sur le périnée. Parce que quand tu mets un forceps, c'est quand même, tu sais, déjà que le bébé passe, le corps peut s'accommoder, mais tu rajoutes un forceps ou tu rajoutes, tu sais, une pression qui est beaucoup plus forte, bien ça aussi, ça va affecter le périnée. Mmh. Puis, tu sais, ils nous disent heureusement que j'étais là, tu sais, heureusement que j'étais là pour le sortir, mais si on n'avait pas dérangé ce processus-là, le corps humain, le corps de la femme est fait pour s'adapter à l'enfant. C'est pour ça qu'on enfante. Donc, il y a eu une grande période dans les années 50, 60 où on disait les femmes ne peuvent pas faire passer leur enfant parce qu'il y a trop de, tu sais, la tête du bébé est trop grosse, ça passe pas dans le bassin. Ils ont comme créé une espèce de, ton bassin est trop petit. Premièrement, c'est pas le bassin, c'est les ouvertures dans le bassin. C'est dans, tu sais, tu peux avoir un bassin qui est pas large, mais que ton ouverture est large, comme tu peux avoir un bassin qui est très large, puis que l'ouverture est moins large. Mais dans tous les cas, le bassin, il bouge et la tête du bébé bouge. C'est pour ça que les os, ils vont s'emboîter, ils s'adaptent. Quand tout le monde bouge, ça glisse. Quand personne bouge, ça glisse moins bien. Donc, ils ont créé une espèce de mythe autour du fait que le bébé humain, il rentre pas dans le bassin. Il n'est pas fait pour sortir et il faut le sortir artificiellement. C'est faux. Il faut juste enseigner aux femmes, rappeler aux femmes l'importance de bouger. Tu nous Et disais ça aussi, corrige. Julie, dans une capsule précédente, qu'il y a un moment où c'est le moins pire pour faire une péridurale. Mhm. Ça sera à combien de centimètres d'après, plus ou moins, si on peut estimer en centimètres? Mais les études ont démontré qu'une péridurale qui se fait donner tôt, à forte dose, va créer le plus de complications. Donc, ça veut dire que si on veut avoir le moins d'effets secondaires, il faut la donner tardivement et à basse dose. Mais là, tu dis, là, ça fait déjà un bon moment qu'on sait qu'il ne faut pas donner une péri avant 4 cm, même 5 cm. Ça veut dire que toute la période de ce qui est classiquement appelé la période de latence, mais qui est comme l'embarcation, puis les débuts vers la transition dans les autres mondes, dans cette période-là, il ne faudrait absolument pas la donner. Mmh. Et si on la donne à 5 ou 6 cm, tu te dis, mais écoute, t'en as beaucoup de faits, là. Si tu t'es rendu là, tu es capable de faire le reste. On va t'accompagner. On va créer l'espace pour que tu puisses faire ce passage-là parce que tu vas déjà avoir toutes les hormones Mmh. qui vont altérer ton état de conscience et qui vont t'accompagner
dans ton cheminement, dans l'évolution du travail. Puis, tu sais, il y a une espèce de petite vidéo que j'aime bien montrer aux parents où là, on voit qu'il y a deux mecs qui se disent je veux essayer, tu sais, de voir c'est quoi avoir une Ah oui. contraction puis d'accoucher. Alors, ces deux mecs-là qui s'en vont dans une structure, puis là, on leur met des électrodes autour de l'abdomen, puis on déclenche synthétiquement des contractions. Un équivalent, c'est comme une espèce de stress test, là. Ils déclenchent des contractions aux mecs, puis là, on voit les gars, ils sont à quatre pattes à genoux, sur le dos, ils ont mal, ils crient, ils pleurent, puis il y en a un qui vomit, puis tu sais, ils filent pas. Puis tu dis, là, eux autres, ça a duré 1 heure. Puis après, c'était comme une espèce de petit cadeau qu'ils faisaient à leur mère. Puis là, ils disent, ah, maman, je te remercie, tu as fait tout ça pour moi, puis je vois comment tu as souffert. Et ça, là, c'est un exemple absolument typique de ce qui se passe dans un accouchement qui est médicalisé. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont aucune hormone endogène naturelle qui a été produite pour les aider à vivre leur fausse contraction. Donc, eux autres, ils reçoivent le coup de batte de baseball, là, ils reçoivent ça en continu parce qu'ils n'ont rien pour les accompagner. Quand on déclenche un travail, c'est ça qui arrive aux femmes. Quand on déclenche, c'est qu'ils n'ont pas les hormones naturelles qui les aident à les accompagner. Fait que c'est pour ça que tu vis ça comme un coup de batte de baseball, là, tu sais, Une tu vis ça souffrance, comme une une souffrance. souffrance. C'est vraiment douloureux parce que tu n'as rien pour t'accompagner. Alors, c'est pour ça que essayons de revenir le plus sur ce que la nature a prévu. Euh, pour répondre à la question clairement, il ne faudrait pas la donner avant 5 cm, la péridurale. Et l'idéal, ça serait qu'on n'en ait pas pour qu'on puisse et qu'on accompagne la femme et que la femme se prépare et qu'elle ait toutes ses ressources endogènes et les gens autour d'elle qui vont soutenir son environnement. Tu sais quoi, Julie, ça me fait penser à un message que j'ai envie de donner aux chouchous, parce que toi, tu parles tout le temps des chouchous. Mhm. Donc, s'il y a des chouchous qui nous écoutent ou si vous avez envie de passer un message à votre chouchou de notre part, eh bien, il y a un moment donné dans l'accouchement où quand la femme est capable et libre de pouvoir vivre son moment comme elle l'entend, sans limitation et sans stress surtout, il y a un moment qu'on appelle la désespérance. Euh, et ce moment-là, effectivement, elle peut demander, même si elle voulait absolument pas avoir la péridurale, elle peut à ce moment-là dire: «Je vais mourir, j'en peux plus, file-moi la péri, n'importe quoi», etc. Et souvent, les hommes, hein, ils sont, je sais pas si tu partages ça, Julie, toi qui as accompagné tellement de couples, ils sont un peu perdus parce qu'il y a souvent ça qui revient de la part des Mhm. partenaires: «C'est tellement dur de voir ma chérie souffrir», et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai envie juste de vous dire: votre chérie, elle souffre pas, elle a juste besoin que vous lui disiez: «Tu es Exactement. capable, tu le fais, ça va le faire, continue, c'est génial, tout va bien». C'est ça, tu vois, Exact. Julie, c'est vraiment pour ça que Faux Départ, ça existe. C'est pour vous Mhm. rappeler à chaque capsule, vous êtes capable, et vous aussi les partenaires, vous êtes capables, de ne pas projeter vos angoisses sur votre femme qui accouche, parce que c'est ça le problème, tu vois? C'est qu'il y a toutes les angoisses de chacun dans la salle, va se transposer sur la femme, et au moindre moment où la femme, elle dit: «J'en peux plus, je suis pas capable», et cetera, elle a juste, en fait, besoin qu'on la rassure ou qu'on lui Exact. dise: «C'est fait, c'est bravo, c'est OK», Mhm. tu vois? Ou Exact. voire même pas, c'est juste un message énergétique, parce qu'il y a ça aussi, c'est que, à ce moment-là, comme tu dis, tu vois, ces femmes, qui sont pas parasitées par des molécules médicamenteuses ou par, justement des bip bip, des alarmes, des néons, des trucs, qui qui sont vraiment dans leur moment, elles sentent tout. On a à ce moment-là des espèces d'ultra capacités où la moindre pensée négative d'une personne dans la pièce, elle est captée par justement ce cerveau archaïque, c'est dingue. Et Ouais. donc c'est capital, qu'à ce moment-là, dans cette partie qui peut arriver, cette phase de désespérance, on soit à ce moment-là dans cette bonne vibe, tu vois? Vraiment, mais c'est OK, tu es en sécurité. Là, c'est à ce moment-là où il y a justement ce changement de rythme dans l'accouchement, Exact. et merci, Judith, d'avoir rappelé qu'effectivement, il y a tout un processus hormonal, et que quand vous voyez des images comme ça qui sont très drôles, très fun, ça fait partie aussi de notre programmation, où Mhm. on se dit: «Oh mon Dieu, c'est le pire moment d'une vie». Effectivement,
ils n'ont pas derrière, toute la petite trousse. On peut imaginer ça comme une petite armée de cellules qui arrivent avec, justement les petits gaz hilarants et cetera, parce qu'il y a des ressources naturelles qui sont Exact. fortissimes et d'ailleurs tu l'enseignes, dans ta formation. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos de cette vidéo, comme à chaque fois les amis, parce que Julie, elle enseigne, heu, comment justement, le corps, comment ça fonctionne. Parce que c'est fou quand on comprend aussi, hein, ça libère de sortir des croyances et des peurs qui viennent avec. Absolument. Il y a un autre effet que je pense qui est très, très important de souligner, c'est l'effet sur l'allaitement en postpartum, Oui, voilà, on va y puis arriver, ouais. l'état de la mère, hein. Alors, on voit souvent, en Occident, les femmes qui ont du mal, on dit: «Ah, je réussis pas à allaiter». On voit ça fréquemment, fréquemment. Puis: «Ah, mes seins produisent pas assez». C'est Mmh. souvent ça. Les femmes vont dire, qu'ils ont un problème dans ce qu'elles ont, heu et ce qu'on observe, c'est que dès qu'on joue avec les hormones pendant le travail, ça affecte les hormones en postpartum. Et la prolactine, c'est une des hormones qui joue dans le travail et puis elle va être affectée par l'ocytocine. L'ocytocine, les endorphines vont affecter la prolactine. Donc, dès qu'on bouge sur une, tout le monde, toutes les hormones bougent. Et ce qu'on voit fréquemment en postpartum, c'est que les femmes qui ont eu une péridurale et qui ont eu du sein tôt vont avoir de la difficulté à produire les hormones qui vont produire le lait maternel. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que c'est plus difficile. Et là, le défi est plus grand. On voit aussi que les bébés ont plus de mal à se mettre au sein quand la femme a eu la péridurale. Donc, quand on parle aux professionnels de la santé, souvent ils vont dire non, non, il n'y a aucun effet. Toutes les femmes devraient avoir une péri. Mais ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui travaillent vraiment, le fait qu'on aille morceler aussi, hein, parce qu'en Europe, tu as souvent la sage-femme qui va être, une sage-femme qui va être là pendant la grossesse, qui va faire le suivi, d'autres sages-femmes qui vont être là pendant la naissance. Après la naissance, ça va être des Mmh. auxiliaires en puériculture. Donc, comme tout le monde voit des morceaux, ils n'arrivent pas à voir facilement l'ensemble. Ils ne voient pas que quand tu as fait tel geste pendant l'enfantement, ça a tel geste, tel effet sur le postpartum. Et quand il y a des sages-femmes qui font des suivis, un suivi global ou qui, comme ici au Québec, ils font le suivi pendant la grossesse, ils font l'enfantement et puis en postpartum, ils comprennent mieux le lien, la corrélation entre le geste et puis la conséquence. Alors, ce qu'on le voit, on le voit, c'est avéré. Il y a un phénomène il y a une difficulté dans l'allaitement en postpartum chez les femmes qui ont eu la péridurale. Il y a aussi un autre effet qui est plus au niveau psychologique chez la mère, c'est que les femmes, les sages-femmes vont souvent nous dire en postpartum, une femme qui a eu la péridurale n'a pas de tolérance en postpartum. Donc, elle va mal tolérer les sensations qui viennent avec en postpartum parce qu'après la naissance, on continue à avoir des contractions. Ces contractions vont assurer que l'utérus se referme bien et on va continuer à avoir des contractions pendant un certain temps, puis on va avoir des pertes pendant un certain temps. Et elles nous disent souvent, les sages-femmes, les femmes ne sont pas tolérantes, celles qui ont eu la péridurale. Bien, Mmh. c'est pas que les femmes ne sont pas tolérantes, c'est que leur corps n'a pas profité des endorphines, donc de la morphine naturelle qu'on produit pendant un enfantement naturel. Alors, je te donne un exemple. Hier, je parlais avec une copine sage-femme qui est en Europe. Elle me dit, je suis en train de m'entraîner, je fais de la nage hivernale, tu sais, elle est en Bretagne, fait que, tu sais, l'eau est froide, hein? Puis là, elle pratique ses respirations, puis là, elle se met dans l'eau pendant je ne sais pas combien de minutes, plusieurs minutes. Puis après, elle me dit, bon, j'ai un peu de mal après, parce que j'ai froid, là, tu sais, j'ai un peu de mal à m'en remettre, mais une fois que ça c'est fait, j'ai un high qui dure des heures et des heures. Le high, le pic, ça, c'est les endorphines parce que comme elle a eu froid, ça crée une douleur. La douleur va créer des endorphines. Ces endorphines-là vont créer un bien-être qui dure longtemps, qui peut durer 10, 8, 10, 12 heures après. Bien, enfanter,
physiologiquement, va créer une forte dose d'endorphines, des neurotransmetteurs et puis des hormones dans notre corps qui fait qu'on est plus adapté pour le postpartum. On est plus tolérante, on est soulagé, on a notre shoot de morphine en continu après la naissance. Donc ça, c'est Et la les... bonne nouvelle, hein, quand on vous disait au début de cette capsule, c'est qu'en fait, on est capable de produire, Julie, notre propre péridurale Exact, qui continue, donc exact. non seulement pendant, l'accouchement, mais qui continue après et celle-ci n'a aucun effet secondaire. Exactement. Sauf celui de créer un bien-être, un soulagement, une confiance, une détente. Et puis, quand on va allaiter le bébé, on va avoir un autre shoot d'endorphine. Parce que ça, ils ne nous le disent pas, tu sais, quand on parle d'allaitement, oui, c'est contraignant, puis c'est fatigant, puis tout ça, mais ils ne nous disent pas que là, tu as le gros shoot d'endorphine à toutes les fois que tu allaites. Tu sais, tu fais comme, ah, tu sais, je me rappelle, moi, ça m'est arrivé il y a 30 ans, là, 32 ans, puis j'ai encore, quand je repense à l'allaitement, ça fait, ah, je me rappelle cette sensation tu sais, ça baisse la tension. On fera des capsules spéciales là-dessus parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes et Mhm. il y a énormément de fausses croyances. Je pourrais aussi témoigner d'ailleurs de beaucoup, beaucoup de choses. Donc effectivement, ces endorphines, on peut les produire et elles aident aussi, comme tu dis, justement à parce que c'est pas toujours facile, hein, une fois qu'on a fini, d'accoucher, on a délivré notre placenta, après il y a les tranchées, il y a plein de joyeuseté, hein, qui s'ensuit. Donc effectivement, merci de le rappeler et donc pour, aller dans la dernière partie de cette capsule sur la péridurale, peut-être justement tu peux nous expliquer, dans les grandes lignes, comment on peut trouver d'autres solutions aussi pendant l'accouchement? Parce que toi tu enseignes ça, dans tes formations et Mhm. pour ma part, moi j'ai envie de vous dire, les amis, que l'eau chaude, en tout cas comme je l'ai vécu, dans le deuxième accouchement, eh bien, ça a été pour moi une vraie péridurale. C'était extraordinaire. Je suis arrivée donc dans la il y a tout le récit de la naissance, d'Evie et aussi de la première Eva Rose dans le livre, mais je vous le dis quand même là parce que, pour moi, on le répète jamais assez, quand on se met dans cette eau chaude en pleine contraction, c'est un soulagement, je dis mais et pourtant j'étais pas vraiment décidée au départ de me dire: «Il faut je veux absolument aller dans l'eau» parce que j'avais eu une très mauvaise expérience en 2013 parce que Mhm. ça aussi je le dénonce un peu parce que c'était mon coup de gueule. On met des baignoires dans la maternité et en fait, c'est comme des jacuzzis avec des coques, vous voyez les amis, comme il y a dans les spas. Alors quand on visite les cliniques, on dit: «Ah ouais, c'est super, c'est génial, ça va être top» et en fait, ben non, moi j'ai pas du tout aimé, comme beaucoup d'entre vous, parce que ça nous oblige à nous asseoir plutôt vers l'arrière, puisque c'est des coques préformées, comme des jacuzzis d'ailleurs. Et donc, du coup, vous avez le ventre en l'air comme un peu une tortue sur le dos. Et en fait, c'est pas du tout. Moi, j'ai mis même pas 5 minutes en 2013 et je suis sortie et je m'étais dit plus jamais j'accoucherai dans l'eau. C'est pas vrai, ça aide pas du tout. Et alors que si, Mhm. 8 ans plus tard, dans une piscine gonflable prévue pour, eh bien, ça a été pour moi une vraie péridurale extraordinaire. Et du coup, j'étais tellement encore plus détendue que les derniers centimètres de dilatation ont été ultra rapides. Et donc, on a décidé avec Julie de faire une capsule spéciale sur justement cette partie, les mythes autour de la dilatation du col de l'utérus et tout le tralala. Voilà. Donc, Mhm. Julie, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, même si, quand tu nous l'expliques, en fait, on se rend compte que c'est quand même des choses qu'on fait quand on écoute son intuition. Mhm. Je pense Exactement. notamment à la théorie du portier. Exact. Ça m'a pris beaucoup de temps. Tu vois, moi, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche sur la douleur, sur les approches non pharmacologiques quand j'étais à l'université. Et le chercheur avec qui j'étais s'intéressait beaucoup à la neurophysiologie de la douleur. Donc là, j'ai appris et j'ai appris sur les mécanismes neurophysiologiques qui font qu'on peut changer le signal nociceptif, qui est le signal douloureux. On peut le changer de la périphérie au niveau central, c'est-à-dire dans tout le parcours, on peut changer le signal. Et ça produit des neurotransmetteurs qui vont bloquer ou moduler les signaux. Ça, c'est une partie. Alors moi, j'ai enseigné ça pendant bien longtemps avec les mécanismes neurophysiologiques qu'on pourra élaborer éventuellement dans une autre capsule. Et c'est dire, il existe des mécanismes qui permettent de changer le signal. Plus tard,
plusieurs années après, j'ai fait la rencontre de Sarah Buckley, qui est un médecin en Australie, qui s'intéressait aux hormones et qui avait travaillé avec Michel Oda. Et là, elle parlait de mots, elle parlait d'hormones qui réduisaient la douleur. Et je me suis rendu compte que, puis en discutant aussi avec elle, que finalement, le corps humain a deux grandes ressources pour faire face à de la douleur, si on veut, et c'est la neurophysiologie et le système hormonal. Donc, on a deux grandes voies qui, sous ces deux grandes voies-là, on peut se soulager, tous les humains, peu importe notre âge, peu importe la condition. Donc, c'est toute la partie hormonale, puis c'est la partie neurophysiologique. Alors, quand on regarde la neurophysiologie de la douleur, il y a trois mécanismes qu'on pourrait élaborer. Le premier mécanisme que tu expliques, toi, quand tu parles de l'eau, par exemple, c'est la théorie du portillon. Ça a été développé dans les années 60 par un Anglais et un Québécois, un Canadien. Alors, Melzack et Wall, eux autres ont démontré que quand on crée une stimulation agréable sur la zone qui fait mal, ça bloque une partie des signaux dans la moelle. Donc, quand je suis immergée dans l'eau, ça crée une stimulation agréable sur toutes les parties de mon corps qui peuvent faire mal et ça bloque une partie des signaux qui vont au cerveau. Donc, c'est la même chose quand je vais caresser la zone douloureuse ou je vais souffler ou je vais faire un massage léger. L'autre mécanisme, c'est tout ce qui est le contrôle de la pensée. Puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup, nous autres, du bien-être dans notre tête, de se sentir en sécurité. Ça, c'est tout ce qui est en lien avec notre état psychologique, dévier l'attention. Ça va créer un soulagement important. Et ça, c'est vraiment activé par des mécanismes de déviation de l'attention, comme la respiration, la méditation, le mindfulness, le soutien, le fait d'être encouragé, tout ça. Puis le dernier mécanisme, c'est ce qu'on appelle le CIDN, le contrôle inhibiteur diffus nociceptif, qui est de créer une deuxième douleur n'importe où sur le corps. Alors ça nécessite une bonne compréhension, on va dire, là, pour se convaincre qu'il faut se faire mal quand on a mal. Mais une fois qu'on l'a vécu, on comprend bien comment ce mécanisme-là est efficace. Alors, ce que c'est essentiellement, c'est quand j'ai un premier signal, le signal me dit de faire quelque chose, c'est mon corps qui me chuchote, qui me dit « fais quelque chose, bouge, respire, enlève ton pied sur le clou, hein. Il y a le signal nociceptif va me dire quelque chose pour que j'agisse. Quand je crée une deuxième douleur, c'est que là, le cerveau veut porter l'attention sur la deuxième douleur au cas où celle-là soit dangereuse, envoie de la morphine sur la première, et ça soulage tout le corps, sauf la deuxième douleur, parce qu'il veut bien analyser la deuxième douleur. Donc ça, on peut s'en servir lors de l'enfantement. On enseigne aux partenaires comment il peut créer une deuxième stimulation. Ça peut se faire dans des points d'acupuncture, ça peut se faire n'importe où sur le corps. On enseigne à la femme comment elle peut même créer sa propre deuxième douleur en serrant un caillou, en se pinçant, et ça, comment ça produit des endorphines. Donc, on pourra faire une capsule là, vraiment plus spécifique sur les mécanismes, si tu veux. Mais en gros, ce que c'est, la bonne nouvelle, c'est que la nature, elle veut qu'on continue à se reproduire. Si elle veut qu'on continue à se reproduire, il faut qu'on y trouve du plaisir. Il faut qu'on ait une certaine sensation de bien-être à enfanter, sinon on aurait arrêté. Et là, éventuellement, on pourra explorer aussi toute la question de la sexualité, comment la sexualité peut nous préparer pendant la grossesse, comment elle peut nous soulager pendant l'enfantement. Et là, on est tellement détaché de ça dans notre monde rationnel et médical qu'on dit, ben voyons, la sexualité et l'enfantement, ça ne fit pas ensemble, voyons, ça ne marche pas. Mais pourtant, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes parties du corps, c'est la conséquence de faire l'amour qui nous fait enfanter. Donc, il faut qu'il y ait un lien, forcément. C'est qu'on est un peu dénaturé, très dénaturé, qu'on a tout décollé ça, mais on va remettre les morceaux ensemble pour comprendre comment la nature nous protège puis nous donne des ressources pour qu'on vive dans la joie, l'enfantement, dans la joie et la sécurité. Parce que Mère Nature, elle veut qu'on survive, puis elle veut qu'on continue à le faire. Donc, elle a créé tout ce qu'il nous fallait pour que ça se passe bien.
Ben, voilà, je pense que, tu as tout résumé en une phrase. Elle a créé tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Mes amis, en tout cas, on le redira jamais assez, vous êtes capables, que vous soyez partenaire ou même pour les personnes qui repensent à leur accouchement. On a tellement de personnes qui se mettent à avoir les larmes aux yeux dès qu'on commence à lever le voile sur ce sujet. Moi, ça m'arrive tous les jours, Julie, je pense que toi aussi évidemment. Mmh. Et des fois, on s'échange avec, Julie et Malika, des messages qu'on reçoit, et on se rend compte qu'on reçoit les mêmes tout le temps les mêmes. Grâce au contenu de Faux Départ, j'ai pu faire la lumière sur mon histoire ou j'ai pu enfanter en famille, en pleine puissance. Je me suis rendu compte que j'étais capable, en fait, que j'avais plein de peurs, que c'était pas mes peurs, c'est des peurs qui étaient comme ça parce qu'on est tous programmés depuis qu'on est né à penser qu'un événement, il est forcément comme ça. Sauf que quand on se rend compte, comme tu le disais justement, et on fera une capsule là-dessus, oui, alors 100 000 fois oui, que jusqu'à preuve du contraire, pour faire un bébé, on est 2, on est tranquille, on n'a pas une armada de médecins autour de nous qui guident monsieur pour savoir comment il doit avoir une érection, comment il doit bouger, comment madame, elle doit faire. Et d'ailleurs, dans votre formation réservée aux professionnels, les amis, je vous dis que moi, j'ai énormément ri parce qu'il y a un moment où il y a, au tout début de la formation d'ailleurs, vous passez un clip qui a été tourné en Italie, d'un couple qui se retrouve dans un hôpital et qui justement est coaché par des médecins, comme les couples sont coachés ou les femmes pour accoucher, mais là c'est pour faire le bébé. Et donc on se rend compte de l'absurde de la situation et c'est grandiose de la part des réalisateurs parce qu'ils ont compris que en montrant cet absurde, en fait, ils dénonçaient la réalité des accouchements, alors que Mmh. ce sont les mêmes principes hormonaux, la même danse d'hormones, et justement ce cerveau archaïque qui prend sa pleine place à ce moment-là pour faire le bébé. Donc on va expliquer dans une capsule, effectivement, merci Julie de proposer ce thème-là, que au final, pour résumer, pour bien accoucher, il faut se mettre dans les mêmes conditions que pour bien faire l'amour. En gros, c'est un peu ça. Exact. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette deuxième capsule. Ça fait 1 heure qu'on parle sur la péridurale. Julie, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on doit rajouter pour conclure? Non, puis je pense, tu sais, de rassurer tout le monde, on va continuer à faire des capsules. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes. On est en train de débunker, là, pas mal de phénomènes sur des fake news sur la naissance. Puis que, tu sais, après, plus on le voit, plus on fait confiance à notre corps, à l'univers, au bébé, plus c'est fluide, plus c'est facile. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, on devient assez accro aussi dès qu'on commence à ouvrir cette boîte de Pandore. C'est Mhm. hallucinant, c'est immense. Et vous voyez à quel point pour nous, c'est un challenge quand on donne un thème, d'essayer d'être vraiment focus là-dessus parce que tout se rejoint. En fait, c'est comme Mhm. une immense toile d'araignée et chaque point, si on appuie dessus, il y a toute la toile qui bouge et du coup, c'est ça l'effet toboggan. On peut pas juste parler de la péridurale sans parler forcément, et on n'a pas parlé du monitoring, mais il y a aussi quelque chose qui est lié là. Donc on en parlera quand on fera cette capsule sur le monitoring aussi, parce que ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'hallucinant quand ça a été mis sur le marché. Je vais me faire un plaisir de débunker ça aussi avec toi Absolument. bientôt. En tout cas, merci Julie, Merci à toi. pour ton sourire toujours contagieux. Les amis, vous retrouvez Julie, vous retrouvez Malika dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous retrouvez le livre Faux Départ, se réapproprier la naissance, le premier livre de cette aventure et le premier livre de probablement une longue série parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, une fois de plus, c'est tellement vaste, c'est tellement profond, ça touche toutes les générations et même ceux qui ne veulent pas d'enfants et qui n'en ont pas eu pour x, y raison, eh bien, vous êtes quand même nés, sortis d'un utérus, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore des machines. Et comme je le disais l'autre jour à l'anthropologue qui est devenu un ami, pour bien vivre sa vie, il faut avoir déjà bien fait la paix avec sa naissance. Et je pense qu'il était vraiment, il m'a rejoint là-dedans et on s'est dit: «Ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire». Il y a peut-être quelque chose à faire aussi de ce côté-là Absolument. pour qu'on fasse la paix avec, notre naissance, déjà en comprenant ce qui s'est passé et en sachant qu'on a aussi probablement été déjà victime dans ce premier moment parce qu'on s'est fait, parasiter, voilà. Julie, à très bientôt. Absolument. Avec plaisir. Salut les amis, à la prochaine et partagez cette capsule.